Chapitre 4. Médecine et colonialisme. L'exemple algérien. La science médicale occidentale, introduite en Algérie en même temps que le racisme et l'humiliation, a toujours, en tant que partie du système oppressif, provoqué chez l'autochtone une attitude ambivalente. On retrouve d'ailleurs cette ambivalence à propos de tous les modes d'être présents de l'occupant. Avec la médecine, nous abordons l'un des traits les plus tragiques de la situation coloniale. En toute objectivité et en toute humanité, il est bon qu'un pays techniquement plus avancé fasse profiter un autre de ses connaissances et des découvertes de ses savants. Quand la discipline considérée vise la santé de l'homme, quand elle a pour principe même de faire taire la douleur, il est clair qu'aucune conduite négative ne saurait se justifier. Mais précisément, la situation coloniale est telle qu'elle accule le colonisé à apprécier péjorativement et sans nuance tous les apports du colonisateur. Le colonisé perçoit dans une confusion presque organique le médecin, l'ingénieur, l'instituteur, le policier, le garde champêtre. La visite obligatoire du médecin au douar ou au village est précédée du rassemblement de la population par les soins des autorités de police. Le médecin qui arrive dans cette atmosphère de contrainte globale, ce n'est jamais un médecin indigène, mais toujours un médecin appartenant à la société dominante et très souvent à l'armée. Les statistiques sur les réalisations sanitaires ne sont pas interprétées par l'autochtone comme une amélioration dans la lutte contre la maladie en général, mais comme une nouvelle preuve de la prise en main du pays par l'occupant. Le sanatorium de Tizi Ouzou, les blocs opératoires de l'hôpital Mustapha à Alger, quand ils sont présentés par les autorités françaises aux visiteurs, veulent dire à la fois « Voilà ce que nous avons fait pour les hommes de ce pays nous doit tout, sans nous, il n'y aurait pas de pays ». Il y a une véritable restriction mentale chez l'indigène, une difficulté de situation à être objectif, à séparer le bon grain de l'ivraie. Il existe évidemment des exceptions. Dans certaines périodes de détente, dans certaines confrontations libres, l'individu colonisé reconnaît franchement ce qu'il y a de positif dans l'action du dominateur, mais cette bonne foi est immédiatement reprise par l'occupant et transformée en justification de l'occupation. Quand l'indigène, après un gros effort en direction de la vérité, parce que supposant les défenses surmontées, dit « Cela c'est bien, je vous le dis parce que je le pense », le colonisateur transforme et traduit « Ne partez pas, car que ferions-nous sans vous ?» Aussi, au niveau de la société globale, au niveau de la société colonisée, découvre-t-on toujours cette impression de fuite devant l'attitude nuancée, car précisément, toute nuance est perçue par l'occupant en invitation à perpétuer l'oppression, en aveu d'une impuissance congénitale. Le peuple colonisé, considéré dans sa totalité et à l'occasion de certains événements, va réagir de façon brutale, indifférenciée, catégorique, devant les secteurs d'activité du groupe dominant. À l'extrême, il ne sera pas étonnant de recueillir les réflexions suivantes. On ne vous avait rien demandé, mais qui vous a appelé? Prenez vos hôpitaux et vos installations portuaires et retournez chez vous. C'est que la colonisation, après s'être appuyée sur la conquête militaire et le système policier, va trouver la justification de son existence et la légitimation de sa persistance dans ses œuvres. Acculé, au nom de la vérité et de la raison à dire oui à certaines formes de présence de l'occupant, le colonisé s'aperçoit qu'il est immédiatement prisonnier de tout le système et que la vérité de l'action médicale en Algérie est aussi vérité de la présence française sous sa forme coloniale en Algérie. Alors, comme il ne peut pas faire la part du feu, car il est du peuple, et que son peuple veut avoir une existence nationale sur son sol, il ne lui reste plus que des choix rétrécis. Tout à la fois, il rejette les médecins, les instituteurs, les ingénieurs, les parachutistes. Dans une société homogène, le comportement de l'homme malade devant l'assistance médicale est un comportement de confiance. Le malade s'en remet au médecin, il se livre à lui, il lui livre son corps, il accepte que la souffrance soit réveillée ou exacerbée par la main médicale, car le malade n'ignore pas que le soulignement de la souffrance en cours d'examen annonce la paix dans son corps. À aucun moment, dans une société homogène, le malade ne se méfie de son médecin. Sur le plan de la technique, des connaissances, il est clair qu'un certain doute peut s'infiltrer dans l'esprit du malade, mais c'est l'hésitation du médecin qui corrige la confiance originale. Cette conduite est universelle et se retrouve dans des cadres géographiques nationaux donnés, mais il est patent que dans certaines circonstances, des modifications sensibles apparaissent. Le prisonnier allemand, qui doit être opéré par un chirurgien français, très souvent, dans la phase pré-anesthésique, supplie qu'on ne le tue pas. De même, on retrouve chez le chirurgien un souci de réussir l'intervention à cause des autres prisonniers, parce qu'il n'ignore pas l'interprétation qui pourrait être donnée d'un décès en cours d'intervention. La littérature et le cinéma ont d'ailleurs trouvé dans ces situations particulières des thèmes prévalents et après chaque guerre est menée une véritable exploitation commerciale de ces problèmes.
Les prisonniers français dans des camps allemands le savent bien, qui demandaient aux médecins travaillant à l'infirmerie du camp d'assister aux opérations pratiquées par des chirurgiens allemands. En territoire colonial, de telles situations se trouvent multipliées. Les morts subites d'Algériens dans les hôpitaux, chose courante dans n'importe quelle formation sanitaire, sont interprétées comme les effets d'une décision meurtrière et consciente, comme le résultat de manœuvres criminelles du médecin européen. Le refus de l'hospitalisation par l'Algérien admet toujours cette frange de doute sur l'humanité foncière du médecin dominateur. Il faut dire, quoique ce ne soit pas la règle, que dans certains services hospitaliers, l'expérimentation sur le vivant est pratiquée dans des proportions non négligeables. Note. Les soldats français hospitalisés dans les services psychiatriques de l'armée française en Algérie ont tous vu ces crises épileptiques expérimentales provoquées chez les Algériens et chez les tirailleurs d'Afrique noire, afin d'apprécier le seuil spécifique de chacune des races. Ces hommes sur lesquels les médecins français pratiquaient ces expérimentations étaient conduits à l'hôpital sous le prétexte scientifique d'examens complémentaires à entreprendre. Il revenait à la seule société algérienne, au seul peuple algérien, de manifester par le combat sa décision de prohiber sur le sol national, entre autres, de telles infamies. Fin de la note. Pendant des dizaines d'années, malgré les exhortations du médecin, l'Algérien fuit l'hospitalisation, en dépit de l'affirmation par le technicien que toute hésitation compromettait gravement la vie du malade. On trouve en général une crispation et un rejet du transport à l'hôpital. C'est toujours à la dernière minute, quand il n'y a presque plus d'espoir, que l'accord est donné. Même alors, l'homme qui prend la décision la prend contre le groupe, et comme le cas est désespéré, comme la décision a été retardée, la mort survient la plupart du temps. De telles expériences donnent l'occasion au groupe de renforcer sa croyance originelle dans le caractère fondamentalement mauvais de l'occupant, fût-il médecin, et l'Algérien qui, après des efforts certains, était arrivé à faire reculer de façon appréciable la prévention traditionnelle, à imposer la décision de l'hospitalisation, se sent soudain infiniment coupable. Intérieurement, l'engagement est pris de ne plus récidiver. Les valeurs du groupe, momentanément abandonnées, sont retrouvées, exacerbées et exclusives. Le colonisé qui se montre réticent devant l'hospitalisation ne le fait pas à partir des valeurs homogènes telles que la peur de la ville, la peur de l'éloignement, celle de ne plus être protégé par la maison familiale, la peur que l'entourage ne raconte qu'on a envoyé le malade mourir à l'hôpital, qu'on s'est débarrassé d'un fardeau. Le colonisé ne refuse pas seulement d'envoyer le malade à l'hôpital, mais de l'envoyer à l'hôpital des Blancs ou des étrangers, du conquérant en tout cas. Il faut, patiemment mais lucidement, analyser chacune des réactions du colonisé, et chaque fois que l'on ne comprend pas, il faut se dire qu'on est au cœur d'un drame, celui de la rencontre impossible dans toute situation coloniale. On a, pendant quelque temps, prétendu que la réticence de l'autochtone à se confier aux médecins européens trouvait sa raison dans l'attachement de l'indigène à ses techniques médicales traditionnelles ou dans sa fixation aux sorciers ou aux guérisseurs de son groupe. Il est évident qu'une telle réalité psychologique existe et qu'on en pouvait déceler la présence il y a encore quelques années, non seulement dans les masses populaires des pays généralement avancés, mais aussi dans les milieux médicaux. Le riche nous a raconté les hésitations ou les oppositions de certains médecins à adopter le thermomètre, habitués qu'ils étaient à apprécier la température par la prise du pouls. Les exemples dans ce domaine pourraient être indéfiniment multipliés. On ne saurait donc trouver aberrant, sur le plan du processus mental, que les individus habitués à pratiquer certains gestes devant une maladie donnée, à adopter certaines conduites en présence de la maladie conçue comme désordre, refusent de les abandonner parce que d'autres gestes leur sont imposés, c'est-à-dire que la nouvelle technique s'installe en force et ne tolère la persistance d'aucun lambeau traditionnel. Là encore, nous retrouvons les mêmes données. Abandonner ce que j'ai l'habitude de faire quand ma femme tousse et autoriser le médecin européen à lui faire des piqûres, se voir littéralement insulté et traité de sauvage, cela existe, parce que, à mon fils qui se plaint de maux de tête depuis 3 jours, j'ai pratiqué des scarifications sur le front, donner raison à cet insulteur et donner tort aux scarifications qui me viennent de très très loin, sur le plan strictement rationnel, est une conduite positive, car en toute rigueur, mon fils a une méningite et il faut vraiment le soigner comme on soigne une méningite. Mais la constellation coloniale est telle que ce qui devrait être brutalité fraternelle et tendre de celui qui ne veut que mon bien, est interprété comme une manifestation de la morgue et de la volonté d'humiliation du conquérant. Il n'est pas possible que la société colonisée et la société colonisatrice puissent se trouver d'accord pour rendre hommage dans le même temps et dans le même lieu à une valeur unique. Si par impossible la société colonisée exprime son accord sur un point quelconque avec la société colonisatrice, nul doute qu'on ne commence à parler de l'intégration réussie. Il faut maintenant entrer dans le labyrinthe infernal, parce que tragique,
des relations générales de la société algérienne avec le problème de la lutte contre la maladie, conçu en tant que secteur de la présence française. On verra alors au cours de la lutte de libération se dessiner l'attitude nouvelle adoptée par le peuple algérien devant la technique médicale. La consultation. Le colonisé qui va voir le médecin est toujours un peu rigide. Il répond par monosyllabes, est avare d'explications et assez rapidement provoque l'impatience du médecin. Cette attitude n'est pas à rapprocher de cette sorte de peur plus ou moins inhibitrice que ressent tout malade en présence du médecin. On connaît les expressions « tel médecin a un bon contact avec le malade »,« détend mais à l'aise ». Mais précisément, dans la situation coloniale, les inventions individuelles, la liberté d'être soi-même, d'amorcer et de réussir un contact ne sont pas observables. La situation coloniale uniformise les rapports, car elle dichotomise la société coloniale de façon tranchée. Assez rapidement, le médecin perd l'espoir d'obtenir un renseignement du colonisé et se rabat sur l'examen clinique, pensant que le corps sera plus bavard. Or, le corps du colonisé est également rigide. Les muscles sont contracturés, il n'y a pas de détente, c'est l'homme total, c'est l'homme colonisé qui affronte à la fois un technicien et un colonisateur. Note. Cette observation particulière renvoie à l'attitude globale du colonisé qui n'a presque jamais de conduite de vérité avec le colonisateur. L'homme colonisé n'avoue pas, ne se confesse pas, ne se fait pas transparent en présence du colonisateur. Voir la communication au congrès de 1955 des psychiatres et neurologistes de la langue française sur l'algérien et l'aveu dans la pratique médico-légale. Fin de la note. Il faut, bien sûr, prêter l'oreille aux réflexions des médecins européens qui ont dirigé la Constitution, mais il faut également entendre celles des consultants à la sortie de l'hôpital. Alors que les médecins disent « la douleur chez eux est propathique, mal différenciée, diffuse comme chez l'animal, c'est plutôt un malaise général qu'une douleur localisée », les malades disent « ils m'ont demandé où j'avais mal, comme si c'était moi le médecin ». Ils se croient puissants et ils ne sont même pas capables de savoir où j'ai mal, et, dès que vous entrez, ils vous demandent qu'est-ce que vous avez. Les médecins, ces gens sont des frustres. Les malades, ils ne m'inspirent pas confiance. Alors que les médecins affirment que le colonisé ne sait pas ce qu'il veut, rester malade ou guérir, l'autochtone répète « on sait comment on entre chez eux, mais on ignore comment on en sortira, et si on va en sortir ». Assez rapidement, le médecin et même l'infirmier élaborent une règle d'action. Avec ces gens, on ne pratique pas la médecine, mais l'art vétérinaire. Oui, cela se dit. Note. Il y a évidemment un certain nombre de médecins qui agissent normalement, humainement, mais précisément, on dira d'eux, ils ne sont pas comme les autres. Fin de la note. Mais enfin, à force de ténacité, le médecin se fait une idée approximative de la maladie en cause et prescrit un traitement qui quelquefois ne sera pas suivi. Les sociologues proposent alors une explication et rangent toutes ces conduites sous la rubrique du fatalisme. L'analyse de cette conduite ramenée constamment au cadre colonial nous permet, au contraire, d'arriver à d'autres conclusions. Quand le colonisé échappe au médecin et que l'intégrité de son corps est conservée, il s'estime largement vainqueur. La consultation pour le colonisé est toujours une épreuve, quand l'avantage pris par le colonisateur ne se ramène qu'à des comprimés à avaler ou à des potions à ingurgiter, le colonisé ressent une impression de victoire sur l'ennemi. La fin de la consultation met un terme à la confrontation, les médicaments, les conseils ne sont que les séquelles de cette épreuve. Quant au fatalisme, ce refus apparent du père, par exemple, de devoir la vie de son fils à l'intervention du colonisateur, il faut l'étudier selon deux perspectives. Il y a d'abord le fait que le colonisé, pareil en cela aux hommes des pays sous-développés ou aux déshérités de toute région dans le monde, perçoit la vie non comme épanouissement ou développement d'une fécondité essentielle, mais comme lutte permanente contre une mort atmosphérique. Cette mort à bout touchant est matérialisée par la famine endémique, le chômage, la morbidité importante, le complexe d'infériorité et l'absence de porte sur l'avenir. Tous ces amoindrissements actifs, toutes ces entamures dans l'existence du colonisé, donnent à la vie une allure de mort incomplète. Les conduites de refus ou de rejet de l'intervention médicale ne sont pas refus de la vie, mais une passivité plus grande devant cette mort proche et contagieuse. Dans une autre perspective, cette absence de comportement éclairé souligne la méfiance du colonisé à l'égard du technicien colonisateur. Les paroles du technicien sont toujours comprises de façon péjorative, la vérité objectivement exprimée est constamment viciée par le mensonge de la situation coloniale. La surveillance médicale, les soins et le double pouvoir. Mauvais consultant, le colonisé algérien va se révéler un piètre malade. Irrégularité dans la prise du médicament,
erreurs dans les doses ou dans les modes d'administration, incapacité d'apprécier l'importance des visites médicales périodiques, attitude paradoxale, frivole, à l'égard du régime alimentaire prescrit, telles sont les particularités les plus frappantes et les plus communes constatées par le médecin colonisateur. D'où l'impression dominante que le malade joue à cache-cache avec son médecin. Le médecin n'a pas de prise sur le malade, il constate de façon persistante, malgré les promesses et les serments, l'existence d'une attitude de fuite, de désengagement. Tous les efforts faits par le médecin, par son équipe d'infirmiers pour modifier cet état des choses, se heurteront non pas à une opposition cohérente, mais à un évanouissement du malade. Et d'abord, le consultant ne revient pas, il lui a été cependant bien expliqué que sa maladie, pour être guérie, exigeait qu'il soit examiné plusieurs fois à des intervalles donnés. Tout cela est écrit sur l'ordonnance, il se les fait expliquer, réexpliquer, et a pris rendez-vous ferme avec le médecin pour telle date. Mais c'est en vain que le médecin l'attend, le malade ne viendra pas. Quand il revient, on constate avec un certain effroi que la maladie a terriblement évolué. Effectivement, le malade revient 5 ou 6 mois, ou quelquefois 1 an plus tard. Chose plus grave, le médicament n'a pas été pris. Un entretien avec le malade révèle que le médicament n'a été pris qu'une fois ou, éventualité toujours possible, que la dose prévue pour 1 mois a été absorbée en une seule séance. Il vaut la peine peut-être de s'arrêter sur cette particularité, car les explications qui en ont été données ne nous paraissent pas satisfaisantes. La thèse sociologique veut que l'indigène espère fermement être guéri une fois pour toutes. Pour l'indigène, en effet, la maladie n'évoluait pas progressivement, mais frapperait brutalement et d'un seul coup l'individu, de sorte que la puissance d'un remède serait moins facteur de sa répétition, suivie, rythmée et progressive, que de son caractère massif, de son action d'emblée totale, d'où la préférence des indigènes pour la piqûre. Il y aurait donc toujours, selon cette thèse, nécessité pour le guérisseur de guérir dans l'instant, pèlerinage dans un sanctuaire, confection d'amulettes ou rédaction d'un récit, ces thérapeutiques se donnent d'emblée avec leur maximum d'efficacité. De même que négliger un devoir rituel ou transgresser tel interdit déclenche la maladie, de même accomplir certaines actions ou suivre les prescriptions du marabout, du sorcier, sont susceptibles d'expulser la maladie et de rétablir l'équilibre entre les différentes forces qui interviennent dans la vie du groupe. Il est certain que cette explication contient une part de vérité, mais il nous semble que l'interprétation d'un fait nouveau, né de la situation coloniale, à partir de conduites existant avant la conquête étrangère, et selon une perspective analogique, même si ce fait entretient des liens d'étroite parenté avec des schèmes traditionnels, est, par certains côtés, fausse. La domination coloniale, avons-nous vu, déclenche et entretient un ensemble de comportements crispés et de refus de la part du colonisé. Il y a chez le colonisé un effort considérable à se tenir à l'écart du monde colonial, à ne pas donner prise à l'action du conquérant. Dans la vie courante, cependant, colonisés et colonisateurs ne cessent d'établir des liens de dépendance économique, technique ou administrative. De toute évidence, le colonialisme bouleverse toutes les données de la société autochtone. C'est que le groupe dominant arrive avec ses valeurs et les impose avec une telle violence qu'elle accule à la défensive, voire à la clandestinité, la vie même du colonisé. Dans ces conditions, la domination coloniale dénature jusqu'aux relations qu'entretient le colonisé avec sa propre culture. Dans un grand nombre de cas, la pratique de la tradition est une pratique troublée, le colonisé ne pouvant rejeter complètement les découvertes modernes et l'arsenal de lutte contre les maladies que représentent les hôpitaux, les ambulances, les infirmières. Mais le colonisé qui accepte l'intervention de la technique médicale, s'il ne va pas à l'hôpital, sera l'objet de pressions importantes de la part de son groupe. Les méthodes traditionnelles de traitement sont appliquées en surimpression à la technique médicale moderne. Deux remèdes valent mieux qu'un. Il faut très souvent se souvenir que le colonisé qui accepte la pénicilline ou la digitaline tient à suivre simultanément le traitement prescrit par le guérisseur de son village ou de son quartier. Confusément, le colonisé sent bien que la pénicilline est plus efficace, mais pour des raisons politiques, psychologiques, sociales, le guérisseur remplit une fonction et a donc besoin de vivre, il est obligé de faire également sa part à la médecine traditionnelle. Psychologiquement, le colonisé peut difficilement, même dans ce secteur précis, rejeter les habitudes de son groupe, les réactions de sa culture en face de la maladie. Absorber le médicament, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est admettre limitativement peut-être, mais en tout cas sans équivoque, la démarche occidentale, c'est marquer sa confiance dans la science médicale de l'étranger. Absorber toute la dose d'un seul coup, c'est littéralement être quitte avec cette science. L'adoption d'une conduite se développant dans le temps,
respectueuse de façon quasi obsessionnelle de la prescription du colonisateur, est une démarche qui se révèle difficile dans beaucoup de cas. L'autre pouvoir intervient en effet parallèlement et rompt le cercle unifiant de la thérapeutique occidentale. Chaque comprimé absorbé ou chaque injection pratiquée sollicite l'application d'une préparation ou la visite à un saint. Quelquefois apparaît chez le malade la crainte d'être le lieu de rencontre de forces différentes et opposées. Cette crainte donne naissance à des tensions importantes et tout le tableau de la maladie se trouve modifié. Encore une fois, le monde colonial se révèle complexe et étagé de façon extrêmement diverse. Il y a toujours opposition de mondes exclusifs, interactions contradictoires de techniques différentes, confrontation véhémente de valeurs. Le colonisé est le médecin autochtone. La situation coloniale ne se contente pas de vicier les relations du médecin et du malade. Nous avons montré que le médecin apparaît toujours comme un maillon du réseau colonialiste, comme porte-parole de la puissance occupante. Nous allons voir que cette ambiguïté du malade devant la technique médicale se retrouve alors même que le médecin appartient au peuple dominé. Il existe une ambivalence manifeste du groupe colonisé à l'égard de tout membre qui acquiert une technique ou les manières du conquérant. Pour le groupe, en effet, le technicien indigène est comme la preuve vivante que n'importe lequel de ses membres est capable d'être ingénieur, avocat ou médecin, mais ce n'est pas en même temps, en arrière-plan, la constatation d'un écart subi entre le groupe homogène et crispé sur lui-même, et s'est échappé hors des catégories psychologiques ou émotionnelles spécifiques du peuple. Le médecin autochtone est un médecin européanisé, occidentalisé, et dans certaines circonstances, il est considéré comme ne faisant plus partie de la société dominée. Il est tacitement rejeté dans le camp des oppresseurs, dans le camp adverse. Ce n'est pas un hasard si dans certaines colonies, voulant caractériser l'évolué, il est utilisé l'expression « il a pris des habitudes de maître ». Pour une grande partie des colonisés, le médecin autochtone est assimilé au policier autochtone, au caïd, au notable. Le colonisé s'enorgueillit de la réussite de sa race et en même temps catégorise péjorativement ce technicien. Le comportement du médecin autochtone à l'égard de la médecine traditionnelle de son pays se caractérise pendant longtemps par une agressivité importante. Le médecin autochtone se sent psychologiquement obligé d'indiquer fermement sa nouvelle appartenance à un univers rationnel, d'où l'allure heurtée avec laquelle il se départage des pratiques magiques de son peuple. Ambivalence du colonisé vis-à-vis du médecin autochtone, ambivalence du médecin autochtone à l'égard de certains traits de sa culture, la rencontre médecin-malade se révélera difficile. C'est d'abord le colonisé malade qui va donner le ton, dès lors en effet qu'est reconnue la supériorité de la technique occidentale sur les méthodes traditionnelles de traitement, on estime préférable de s'adresser aux colonisateurs qui sont en réalité les vrais possesseurs de la technique. Sur le plan de la clientèle, il est fréquent par exemple de voir des médecins européens recevoir à la fois des malades algériens ou européens, alors que les médecins algériens reçoivent généralement les seuls Algériens. Évidemment, quelques exceptions pourraient être mentionnées, mais dans l'ensemble, cette description est valable pour l'Algérie. Le médecin autochtone, par le jeu complexe des lois psychologiques qui régissent la société coloniale, se trouve fréquemment en porte-à-faux. C'est pratiquement le drame des intellectuels colonisés avant la lutte de libération qui est évoqué ici. Nous verrons bientôt quelles importantes modifications sont introduites en Algérie par la guerre nationale de libération. Le médecin européen pendant la lutte de libération. En règle générale, le médecin colonisateur adopte l'attitude de son groupe en face de la lutte du peuple algérien. Derrière le médecin qui pense les plaies de l'humanité, apparaît l'homme, membre d'une société dominante et bénéficiant en Algérie d'un niveau de vie incomparablement plus élevé que celui de son homologue métropolitain. Note. La pratique médicale prend très souvent aux colonies un aspect de piraterie systématisée, injection d'eau bidistillée, facturée pénicilline ou vitamine B12, radioscopie pulmonaire, séance de radiothérapie visant à stabiliser un cancer, alors que le médecin ne possède aucune installation radiologique. Il suffit au médecin, dans ce dernier cas, de placer le malade derrière un drap et au bout de 15 à 20 minutes, de déclarer la séance terminée. Il arrive même que les médecins des agglomérations rurales se vantent, plusieurs exemples sont connus en Algérie, de pratiquer des radioscopies à l'aide d'un aspirateur. Signalons le cas d'un médecin européen exerçant à Rabelais, région d'Orléansville, qui explique comment il lui arrive, les jours du marché, de faire plus de 30 000 francs par matinée. Je mets 3 seringues d'inégale grosseur remplies de sérum salé, et je dis au malade, quelle piqûre veux-tu? Celle-là à 500, à 1000 ou à 1500. Presque toujours, ajoute ce médecin, le malade choisit la piqûre la plus chère.
Fin de la note. De plus, dans les centres de colonisation, le médecin est presque toujours en même temps propriétaire terrien. Il est exceptionnel de voir en Algérie, colonie type de peuplement, un médecin qui ne s'attache pas à l'exploitation agricole, au travail du sol, soit que la terre lui vienne de sa famille, soit qu'il en ait fait personnellement l'acquisition. Le médecin est un colon. La population européenne en Algérie n'a pas encore donné naissance, de façon tranchée, aux différents secteurs de la vie économique. La société coloniale est une société mobile, mal structurée, et l'émigré, même technicien, assume toujours un certain degré de polyvalence. Il y a un industrieux, un défricheur, un aventurier, qui sommeille chez tout Européen aux colonies. Il n'y a pas jusqu'aux fonctionnaires mutés pour 2 ans dans un territoire colonial, ils ne se sentent, par certains endroits, psychologiquement modifiés. L'individu européen en Algérie ne prend pas sa place dans une société structurée et relativement stable. La société coloniale est en perpétuel mouvement. Chaque colon invente une nouvelle société, met en place ou esquisse de nouvelles structures. Les différences entre artisans, fonctionnaires, ouvriers et professions libérales sont mal définies. Chaque médecin a ses vignes et l'avocat s'occupe de ses rizières avec autant d'acharnement que n'importe quel colon. Le médecin ne se définit pas socialement par le seul exercice de sa profession. Il est également propriétaire de moulins, de caves, d'orangeries, et sa médecine est coquettement présentée par lui comme un simple appoint. Ne dépendant pas exclusivement de sa clientèle, puisant des revenus quelquefois énormes dans ses propriétés, le médecin a une certaine conception de la morale professionnelle et de la pratique médicale. La morgue colonialiste, le mépris du client, la brutalité haineuse avec le malade indigent, l'absence de conscience, sont plus ou moins contenus dans la formule « je n'attends pas après les clients pour vivre ». Le médecin de Besançon, de Liège ou de Bâle a échappé à la terre et se cantonne dans le secteur économique défini par sa technique. En contact avec une humanité constamment blessée, celle des malades ou des infirmes, le médecin se situe sur un plan de valeurs, d'où son appartenance habituelle au Parti démocratique et ses idées anticolonialistes. En Algérie, il ne faut donc pas s'étonner que des médecins et des professeurs de faculté soient à la tête de mouvements colonialistes. Le médecin algérien est intéressé économiquement au maintien de l'oppression coloniale. Il ne s'agit pas de valeurs ou de principes, mais du niveau de vie incomparablement élevé que lui procure la situation coloniale. C'est ce qui explique très souvent qu'il se transforme en chef de milice ou en organisateur de raids contre-terroristes. Aux colonies, même chez l'intellectuel, il y a en temps normal, c'est-à-dire hors de la guerre de libération, du cow-boy et du défricheur. En période de crise, le cow-boy tire son revolver et ses instruments de torture. Dans cette guerre épouvantable qui ensanglante l'Algérie, il faut faire un effort pour comprendre certains faits. Objectivement pénible dans une situation normale, on ne s'est jamais bien expliqué dans le monde l'assassinat de certains médecins en Algérie. Dans les guerres les plus cruelles, la tradition veut que le corps médical soit laissé à l'écart. Par exemple, en 1944, libérant un village dans la région de Belfort, il nous est arrivé de laisser une garde à la porte d'une école où des chirurgiens allemands opéraient des blessés. Les hommes politiques algériens n'ignorent pas l'existence des lois de la guerre. Ils savent la complexité du problème et la situation dramatique de la population européenne. Comment s'expliquer dans ce cas les décisions prises d'attenter à la vie d'un médecin? C'est presque toujours parce que le médecin lui-même, par son comportement, a décidé de s'exclure du cercle protecteur qui tissait autour de lui les principes et les valeurs de la profession médicale. Le médecin qui est tué en Algérie, isolément, est toujours un criminel de guerre. Il y a dans une situation coloniale des réalités particulières. Dans une région donnée, le médecin se révèle quelquefois comme le plus sanguinaire et le plus implacable des colonisateurs. Sa qualité de médecin n'est plus perçue, de même qu'il fut médecin en plus de ses propriétés, de même il sera le tortionnaire, accidentellement médecin. L'autorité dominante a d'ailleurs organisé le comportement global du médecin à l'égard de la lutte libératrice. C'est ainsi que tout médecin assistant un Algérien dont la blessure paraît suspecte doit, sous peine de poursuite, prendre le nom de ce malade, son adresse, le nom de ceux qui l'accompagnent, leur adresse et communiquer le dossier aux autorités. Note. Le Conseil de l'Ordre des médecins en France adopta en face de ces mesures une position très ferme conforme à la grande tradition française. C'est ainsi que son président,
le professeur Piedelièvre, dans une lettre officielle adressée au Conseil de l'Ordre des médecins d'Alger, de Constantine et d'Oran, écrivait: Je me permets de vous rappeler qu'en aucun cas, et sous aucun prétexte, le secret professionnel ne peut être violé. Je vous indique également que les médecins doivent soigner avec la même conscience toute personne, quelle que soit leur religion ou leur race, qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis. Je vous signale en dernier lieu que le Code de déontologie, dans son article 3, l'a bien précisé. Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quelles que soient leurs conditions, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qui lui inspirent. Ajoutons aussi que beaucoup de médecins européens refusèrent d'appliquer les décisions adoptées par les autorités françaises en Algérie. Fin de la note. Quant aux pharmaciens, l'ordre va leur être donné de ne plus délivrer sans prescription médicale les médicaments tels que la pénicilline, la streptomycine, les antibiotiques en général, l'alcool, le coton hydrophile, le sérum antitétanique. De plus, il leur est fortement conseillé de relever l'identité de l'acheteur et l'adresse du malade. Dès qu'elles furent connues du peuple, ces mesures le confirmèrent dans sa certitude d'une entente parfaite des colonisateurs pour le combattre. Convaincus de l'observance de cette décision par les médecins et les pharmaciens européens, les autorités françaises postent aux alentours des pharmacies tenues par des Algériens, des policiers en civil ou des indicateurs. L'approvisionnement en médicaments dans certaines zones devient un problème difficile et douloureux. L'alcool, les sulfamides, les seringues sont refusés. En 1955, le commandement militaire français, dans ses calculs de pertes algériennes, inclut presque toujours un certain nombre de blessés hypothétiques qui, faute de soins, sont considérés comme morts. Le médecin colonisateur, cependant, va, par certaines attitudes, renforcer son appartenance à la société dominatrice. Lorsque commence l'institution judiciaire d'Algériens non décédés au cours des interrogatoires de police, il arrive à la défense de demander un examen médico-légal. Satisfaction est quelquefois donnée aux avocats. Le médecin européen désigné conclut toujours que rien, dans l'examen, ne peut laisser supposer que l'inculpé ait été torturé. Quelques rares fois, au début de 1955, des Algériens sont commis comme experts, mais rapidement, des instructions précises viennent prohiber la chose. De même, les médecins européens, à qui il arrive de constater l'existence d'éléments pouvant faire soulever l'hypothèse de blessures dues probablement aux manœuvres évoquées par l'inculpé, déclenchent immédiatement une contre-expertise. Évidemment, il n'est jamais plus fait appel à ces médecins. Il arrive également aux médecins européens en Algérie de délivrer à l'autorité judiciaire un certificat de mort naturelle pour un Algérien décédé sous la torture, ou plus simplement, froidement exécuté. De même, il est constant que la défense ayant demandé une autopsie l'obtienne, mais que les résultats soient négatifs. Sur le plan strictement technique, le médecin européen collabore activement avec les forces coloniales dans ce qu'elles ont de plus épouvantable et de plus dégradant. Nous voudrions citer ici quelques-unes des pratiques exercées en Algérie par le corps médical européen et qui éclairent certains assassinats de médecins. D'abord, le sérum de vérité. On en connaît le principe, une substance chimique aux propriétés hypnotiques est injectée dans une veine, ce qui provoque, quand l'opération se fait lentement, une certaine perte de contrôle, une opacification de la conscience. Moyen thérapeutique utilisé en médecine, c'est évidemment une méthode très dangereuse et qui peut être à l'origine de gros délabrements de la personnalité. D'ailleurs, de nombreux psychiatres, estimant les dangers supérieurs aux éventuelles améliorations, ont, depuis longtemps, abandonné cette technique d'examen des sphères de l'inconscient. Toutes les académies de médecine de tous les pays du monde ont formellement condamné l'usage de cette pratique à des fins judiciaires, et le médecin qui déroge à ces prescriptions solennelles se met évidemment en dehors des principes fondamentaux de la médecine. Le médecin qui fait la guerre aux côtés de son peuple, en tant que médecin, doit respecter la charte internationale de sa profession. Un médecin criminel dans tous les pays du monde est condamné à mort. L'exemple des médecins dans les camps nazis d'expérimentation humaine est particulièrement édifiant. Les médecins européens d'Algérie utilisent le sérum de vérité avec une fréquence hallucinante. Rappelons ici l'expérience de Henri Alleg, rapportée dans la question. Il nous est arrivé de soigner des hommes et des femmes qui, des jours durant, avaient été soumis à cette torture. Nous étudierons ailleurs les conséquences graves de ces pratiques, mais déjà nous pouvons signaler que la séquelle la plus importante nous a paru être une certaine indistinction du vrai et du faux, et une peur, quasi obsessionnelle, de dire ce qui doit être caché. Il faut, en effet, toujours se souvenir qu'il n'existe pas, à vrai dire, un Algérien qui ne soit au courant d'un secret au moins de la Révolution. Des mois après cette torture,
L'ancien prisonnier hésite à dire son nom, sa ville d'origine. Toute question est d'abord vécue comme une réédition de la relation tortionnaire-torturé. D'autres médecins, attachés aux différents centres de torture, interviennent après chaque séance pour remettre en état le torturé et rendre possible de nouvelles séances. Dans cette conjecture, en effet, l'important est que le prisonnier ne fasse pas compagnie à l'équipe chargée de l'interrogatoire, donc reste en vie. Les toniques cardiaques, les vitamines à dose massive, avant, pendant et après les séances, tout est mis en œuvre pour maintenir l'Algérien entre la vie et la mort. 10 fois le médecin intervient, 10 fois il confie de nouveau le prisonnier à la meute de tortionnaires. Au sein du corps médical européen en Algérie, et surtout dans le corps de santé militaire, de telles choses sont courantes. La morale professionnelle, l'éthique médicale, le respect de soi-même et d'autrui ont cédé la place aux conduites les plus élémentaires, les plus dégradantes, les plus perverses. Enfin, il faut signaler l'habitude prise par certains psychiatres de voler au secours des policiers. C'est ainsi que des psychiatres d'Alger, connus de nombreux prisonniers, ont pratiqué des électrochocs à des inculpés et les ont interrogés à la phase de réveil caractérisée ici aussi par une certaine confusion, un relâchement des résistances, une disparition des défenses de la personne. Lorsque par hasard ces hommes sont libérés, parce que, malgré cette barbarie, le médecin n'a obtenu aucun renseignement, c'est une personnalité en lambeaux qui nous est confiée. Le travail de reconstitution de l'homme est alors extrêmement difficile, et c'est là un des nombreux crimes dont se sera rendu coupable le colonialisme français en Algérie. Note. Nous avons vu des médecins militaires, appelés au chevet d'un soldat algérien blessé au combat, refuser d'intervenir. Le prétexte officiel était qu'il n'y avait plus de chance de sauver le blessé. Or, le médecin va reconnaître, après le décès du blessé, que cette solution lui a paru préférable à un séjour en prison où il aurait fallu le nourrir en prévision d'une exécution capitale. Les Algériens de la région de Blida connaissent ce directeur d'hôpital qui labourait de coups de pied la poitrine ensanglantée des blessés de guerre couchés dans le couloir de son établissement. Fin de la note. Le peuple algérien, la technique médicale et la guerre de libération. À maintes reprises, nous avons eu l'occasion de signaler dans des secteurs divers l'apparition de conduites radicalement nouvelles dans la vie privée et publique de l'Algérien. La secousse qui a brisé les chaînes du colonialisme a rééquilibré des attitudes exclusives, réduit des positions extrêmes, rendu inactuelles des thèses quelquefois heurtées. La science médicale, le souci de sa santé ont toujours été proposés ou imposés au peuple par la puissance occupante. Or, dans la situation coloniale, les conditions matérielles et psychologiques pour un apprentissage de l'hygiène ou pour l'assimilation de notions épidémiologiques ne peuvent pas être réalisées. Dans la situation coloniale, aller voir le médecin, l'administrateur, le brigadier de gendarmerie ou le maire sont des conduites identiques. Le désintérêt pour la société coloniale et la méfiance pour ses représentants d'autorité s'accompagnant toujours d'un désintérêt et d'une méfiance presque mécanique pour les choses les plus positives et les plus profitables à la population. Nous avons signalé que dès les premiers mois de la lutte, les autorités françaises décident de mettre l'embargo sur les antibiotiques, les terres, l'alcool, le vaccin antitétanique. L'Algérien qui désire se procurer l'un de ces médicaments doit fournir au pharmacien les renseignements détaillés sur son état civil et sur celui du malade. Au moment où le peuple algérien décide de ne plus attendre qu'on le soigne, le colonialisme prohibe la vente de médicaments et des instruments chirurgicaux. Au moment où l'Algérien veut vivre et se soigner, la puissance occupante le condamne à une horrible agonie. De nombreuses familles assistent impuissantes et le cœur plein de rancœur à la mort atroce par tétanos des moudjahidines blessés, réfugiés dans leur maison. Dès les premiers mois de la Révolution, les directives du Front de libération nationale sont claires. Toute blessure, aussi bénigne soit-elle, doit entraîner automatiquement l'injection de vaccins antitétaniques. Cela le peuple le sait, et lorsque la plaie, vilaine à regarder, a été débarrassée de la terre ramassée au cours du repli, l'entourage, soudain, a peur du tétanos. Or, les pharmaciens ont été catégoriques, la vente du vaccin antitétanique est interdite. Des dizaines et des dizaines d'Algériens peuvent aujourd'hui nous décrire la mort lente, effroyable, d'un blessé, progressivement paralysé, puis tordu, puis de nouveau paralysé par la toxine tétanique. Personne ne reste jusqu'à la fin dans la chambre, disent-ils en conclusion. Pourtant, l'Algérien, en confiant quelquefois ses achats à un Européen, le voit sans difficulté revenir avec les médicaments attendus. Cet Algérien avait auparavant supplié tous les pharmaciens de la localité et il avait finalement abandonné
ayant senti le regard dur et inquisiteur du dernier pharmacien. L'Européen revient, les mains remplies de médicaments, détendu, innocent. Ces expériences n'ont pas facilité à l'Algérien des jugements nuancés sur la minorité européenne. La science dépolitisée, la science mise au service de l'homme, est souvent un non-sens aux colonies. Pour cet Algérien qui, pendant des heures, a mendié sans succès, l'argent à la main, 100 grammes de coton stérile, le monde colonialiste constitue un bloc monolithique. L'alcool étant également prohibé, les plaies seront pansées à l'eau tiède et, faute d'éther, les amputations seront pratiquées sans anesthésie. Or, toutes ces choses introuvables, retenues par l'adversaire, retirées de la circulation, vont revêtir une valeur nouvelle. Ces médicaments utilisés presque mécaniquement avant la lutte de libération se transforment en armes. Et les cellules urbaines, chargées de l'approvisionnement des médicaments, sont aussi importantes que celles dont la mission est d'obtenir des renseignements sur les projets ou sur les mouvements de l'adversaire. De même que le commerçant algérien découvre des moyens d'approvisionner le peuple en poste de TSF, de même le pharmacien algérien, l'infirmier algérien, le médecin algérien multiplient leurs efforts pour que des antibiotiques et des agrafes soient toujours à portée du blessé. De la Tunisie et du Maroc, enfin, vont affluer, pendant les mois cruciaux de 1956 et de 1957, des stocks de médicaments qui sauveront un nombre incalculable de vies humaines. Le développement de la guerre en Algérie, l'implantation des unités de l'armée de libération nationale sur l'ensemble du territoire, pose de façon dramatique le problème de la santé publique. La multiplication de zones dangereuses pour l'adversaire l'amène à interrompre des activités régulières, telles que le passage du médecin dans les douars. Du jour au lendemain, le peuple est livré à lui-même et le Front de libération nationale est amené à prendre des mesures capitales. Il se voit obligé de mettre en place un système sanitaire capable de substituer à la visite périodique du médecin de colonisation. C'est ainsi que le responsable à la santé de la cellule locale devient un membre important du dispositif révolutionnaire. Les problèmes d'ailleurs deviennent de plus en plus complexes. Les bombardements et les ratissages de civils s'ajoutent maintenant aux maladies naturelles. On n'ignore pas, en effet, que pour un soldat algérien atteint, 10 civils sont tués ou blessés. Les témoignages de soldats français dans ce domaine sont fort nombreux. Dès lors, les médicaments et les techniciens deviennent indispensables. C'est au cours de cette période que l'ordre est donné aux étudiants en médecine, aux infirmiers et aux médecins de rejoindre les combattants. Des réunions sont organisées entre responsables politiques et techniciens de la santé. Au bout de peu de temps, viendront s'adjoindre dans chaque cellule des délégués de la population affectés aux problèmes de la santé publique. Toutes les questions sont abordées dans un esprit révolutionnaire remarquable. Il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas de timidité, il y a, au contraire, effort concerté d'énergie tendue vers la réalisation du plan sanitaire élaboré. Le technicien de la santé ne procède pas à des travaux psychologiques d'approche pour convaincre le peuple sous-développé. Il est question, sous la direction de l'autorité nationale, de veiller à la santé du peuple, de protéger la vie de nos femmes, de nos enfants, de nos combattants. Il faut s'appesantir sur la réalité nouvelle que constitue l'Algérie depuis 1954, le surgissement d'un pouvoir national. Cette autorité nationale prend en charge la santé du peuple et le peuple abandonne sa vieille passivité. Le peuple, concerné par cette lutte contre la mort, apportera dans le respect des directives une conscience et un enthousiasme exceptionnels. Le médecin algérien, le médecin autochtone, qui, nous l'avons vu, est perçu avant le combat national comme un ambassadeur de l'occupant, réintègre le groupe, couchant sur la terre avec les hommes et les femmes des Mechtas, vivant le drame du peuple. Le médecin algérien devient un morceau de la chair algérienne. Il n'y a plus cette réticence, constante dans la période d'oppression incontestée. Ce n'est plus le médecin, mais notre technicien. Le peuple revendique et assure désormais une technique dépouillée de ses caractères étrangers. La guerre de libération introduit la technique médicale et le technicien autochtone dans la vie quotidienne des régions innombrables d'Algérie. Des populations habituées aux visites mensuelles ou biannuelles de médecins européens vont s'installer définitivement au milieu de leur village des médecins algériens. Il y a présence simultanée de la révolution et de la médecine. On comprend que de tels faits puissent constituer le substrat d'une incomparable effervescence et le point de départ d'attitudes novatrices. Les problèmes de l'hygiène et de la prophylaxie sont abordés dans une atmosphère créatrice remarquable.
Les latrines que les plans d'hygiène élaborés par l'administration coloniale s'étaient révélés incapables de faire admettre dans les mechtas se multiplient. Les notions sur la transmission des parasitoses intestinales sont immédiatement assimilées par le peuple. La chasse aux eaux stagnantes est entreprise et la lutte contre les ophtalmies néonatales obtient des résultats spectaculaires. Ce ne sont plus les mères qui négligent leurs enfants, mais l'oréomycine qui arrive à manquer. Le peuple veut guérir, veut se soigner et désire comprendre les explications des frères médecins ou infirmiers. Note. On va pareillement noter un changement d'attitude de l'Algérien à l'égard des centres hospitaliers de l'occupant. Il arrive en effet que la nécessité d'un médicament précis ou d'une intervention chirurgicale, impossible à réaliser au maquis, décide le médecin à conseiller aux civils l'évacuation sur un hôpital dirigé par les Français. Les hésitations et les refus d'avant la Révolution disparaissent et la population suit les directives du médecin algérien au maquis. Cette nouvelle conduite est très nette en 1956-1957. J'ai eu l'occasion de visiter à cette période un grand nombre d'hôpitaux. Les médecins européens me faisaient alors part de leur étonnement. Depuis la guerre, constatait-il, les musulmans, par rapport aux années précédentes, se font soigner à l'hôpital dans la proportion d'1 à 5. On se demande ce qui se passe. Il faut ajouter aussi qu'à ce moment, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, il y avait pour la direction un intérêt stratégique à faire soigner les civils par les Français et à garder les médicaments à l'intention des militaires qui, eux, ne pouvaient être évacués. Fin de la note. Les écoles d'infirmiers et d'infirmières sont ouvertes et l'illettré, en quelques jours, arrive à pratiquer des injections intraveineuses. Pareillement, les vieilles superpositions commencent à s'écrouler. La sorcellerie, le maraboutisme déjà fortement ébranlé par l'action des intellectuels, la croyance dans le djinn, toutes ces choses qui semblaient faire partie de la psychologie même de l'Algérien, sont bousculées par l'action et la pratique révolutionnaire. Note. Le djinn, pluriel de djoun, est un esprit. Il hante les maisons, les champs. La croyance populaire lui accordait une partie importante dans tous les phénomènes de la vie, naissance, circoncision, mariage, maladie, mort. Dans le cas précis de la maladie, toute affection médicale était interprétée comme l'action d'un mauvais djinn. Fin de la note. Il n'est pas jusqu'aux consignes pourtant difficilement acceptables par des groupes humains fortement technicisés qui ne soient alors assimilés par l'Algérien. Nous signalerons 2 exemples significatifs. Et d'abord, l'interdiction de donner à boire à un blessé de l'abdomen. La consigne est formelle, des conférences ont été faites au peuple, pas un jeune garçon, pas une jeune fille à ignorer cette loi. Jamais d'eau à un soldat blessé au ventre. Après un accrochage dans l'attente du médecin, le peuple rassemblé autour du blessé écoute sans faiblir les suppliques du combattant. Des heures durant, les femmes obstinément refusent au blessé la gorgée d'eau réclamée. Et le propre fils du moudjahid n'hésitera pas à dire à son père « Voici ton fusil, tue-moi, mais je ne te donnerai pas l'eau que tu réclames. » À l'arrivée du médecin, l'intervention sera pratiquée et le moudjahid aura mis de son côté le maximum de chance. Le deuxième exemple concerne la diète stricte observée au cours d'une infection typique. À l'hôpital, le respect de cette consigne est obtenu par l'interdiction des visites familiales. Chaque fois en effet qu'un membre de la famille est admis auprès du malade, il se laisse ébranler par la faim du typhique et s'arrange pour lui laisser des gâteaux ou du poulet. Le résultat est que très souvent survient une perforation intestinale. Dans la situation coloniale, ces choses prennent un aspect particulier, car le colonisé interprète cette consigne médicale comme une nouvelle forme de torture, de famine, un type inédit de méthode inhumaine de l'occupant. Si le typhique est un enfant, on comprend les sentiments qui peuvent assaillir l'esprit de la mère. Or, en plein djebel, l'infirmier ou le médecin algérien obtiennent de la famille du malade un comportement hautement adapté, précautions d'hygiène, prise régulière de médicaments, interdiction des visites, isolement, enfin, diète pendant plusieurs jours. La mère algérienne, qui, dans sa vie, n'avait vu de médecin, suit à la lettre les instructions du technicien. Les spécialistes de l'éducation sanitaire de base doivent réfléchir attentivement aux situations nouvelles qui éclosent autour d'une lutte de libération nationale d'un peuple sous-développé. Dès lors que le corps de la nation se remet à vivre de façon cohérente et dynamique, tout devient possible. La connaissance de la psychologie de l'indigène ou de la personnalité de base manifeste sa vanité. Le peuple qui prend son destin en main
assimile à une cadence presque insolite les formes les plus modernes de la technique.